Bonjour à toutes, merci donc de nous rejoindre. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Focus de la semaine. Nous avons sélectionné, trié les actualités qui ont dominé donc la semaine passée. Entamons donc avec présidence. Le président de la République a officiellement donné le coup d'envoi pour les opérations de recensement général de la population djiboutienne. Dans l'optique de pouvoir préconiser la bonne stratégie d'attaque, prévoir les équipements nécessaires, écoles, hôpitaux, etc., il est indispensable de mener des sondages, des statistiques sur toute la superficie de la nation djiboutienne. Le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a procédé au coup d'envoi du recensement général de l'ensemble de la population vivant sur toute l'étendue du territoire national, aussi bien dans la capitale que dans toutes les régions de l'intérieur. C'est depuis sa résidence privée de Armous que le chef de l'État a déclaré ouvert le recensement de la population qui s'étendra sur un laps de 25 jours durant lesquels quelques 1550 agents affectés à cette tâche auront pour mission d'établir le dénombrement de la population. La réalisation de ce recensement s'appuiera sur les travaux déjà disponibles, une cartographie censitaire, une banque de données sur la totalité des quartiers, des maisons et des infrastructures communautaires érigées sur l'ensemble du pays. Ce travail préparatoire conférait aux agents recenseurs l'avantage de porter désormais l'essentiel de l'effort de leur mission sur le décompte du nombre de ménages et des personnes établies dans chacune des maisons de la capitale, de sa banlieue et des régions distinctes de l'intérieur. Le lancement du recensement actuel de la population vivant à Djibouti intervient après celui de même nature en 2009. Il a été initié dans le but stratégique de fournir à notre pays des données actualisées sur l'effectif et les caractéristiques distinctes de sa démographie. Toujours donc à ce sujet, pour mener donc à bien ces opérations de recensement, le président de la République a exhorté la population djiboutienne une entière collaboration avec l'équipe de recensement. Le président de la République a donc ouvert les auspices avec un discours donné depuis sa résidence, tout de suite dans cet extrait. waxaan dee ka qayb galayaa aniguna tirakoobka dalka laga samaynayo hawsha sida loo galayo. Dans une déclaration faite lors de cet événement, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a appelé à la population à collaborer pleinement avec les agents en charge de ce recensement. Il s'agit là d'initiatives stratégiques dont les conclusions serviront à des références à la définition des projets de développement pour notre pays. À cet effet, déclaré en substance le chef de l'État qui a assuré le soutien plein et entier de l'État à l'ensemble du personnel affecté à cette mission. Le président d'Air Djibouti et le PDG de cette aviation Infolux se sont donc associés dimanche dernier à Ritsi. Et lors de cette cérémonie, donc, les deux parties ont procédé à une signature d'entente mémorable sous le patronage du Premier ministre, son Excellence Abdelkader Kamil Mohamed, annonçant ainsi une nouvelle ère de collaboration dans les secteurs de l'aviation et de l'hôtellerie. Le président d'Air Djibouti et le PDG de Seven Aviation Infolux se sont associés dimanche dernier au Red Sea World lors d'une cérémonie de signature mémorable sous le haut patronage du Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, annonçant une nouvelle ère de collaboration dans les secteurs de l'aviation et de l'hôtellerie. Dans le cadre visionnaire de l'ambition Vision 2035 de Djibouti, ce partenariat historique vise à libérer tout le potentiel du paysage touristique du pays, en tirant parti de l'expertise combinée des entités. L'objectif est de positionner Djibouti comme une destination de premier plan sur la carte touristique mondiale. Le point culminant de cette collaboration est le développement d'une luxueuse ville résidentielle sur île Moucha. Direction Washington, aux États-Unis, 20e réunion ministérielle pour la Corne de l'Afrique. La ville de Washington DC a été témoin de la 20e réunion ministérielle de l'initiative pour la Corne de l'Afrique. Forum crucial pour des discussions sur le développement régional, co-présidé donc par le ministre des Finances éthiopien et la vice-ministre de l'Afrique orientale et australe de la Banque mondiale. Samatar Saïd nous en dit plus.
La ville de Washington a été le témoin de la 20e réunion ministérielle de l'initiative pour la Corne de l'Afrique, un forum crucial pour les discussions sur le développement régional co-présidé par M. Ahmed Shide, le ministre des Finances de l'Éthiopie, et Mme Victoria, vice-présidente pour l'Afrique orientale et australe de la Banque mondiale. La réunion a réuni des ministres des Finances de Djibouti, Éthiopie, Kenya, Somalie et Sud-Soudan. Le ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Douale, et ses pairs de la région ont exprimé leur reconnaissance envers les partenaires au développement tels que la Banque africaine de développement, l'Union européenne et d'autres pour leur soutien incessant. L'engagement de ces partenaires est essentiel pour continuer le progrès régional. En effet, l'intégration régionale a été fortement soulignée comme un levier pour stimuler le commerce et l'investissement. Les progrès concernant la mise en œuvre de la feuille de route de facilitation des échanges ont été particulièrement salués. Cette initiative vise à simplifier, harmoniser les procédures douanières et commerciales essentielles pour un marché régional dynamique. Les ministres ont discuté de l'importance d'accroître les connexions énergétiques et d'étendre l'accès à l'électricité tout en respectant les normes environnementales et internationales. Et bien, lors d'un événement prestigieux organisé au Washington, en marge des assemblées annuelles dans les bureaux du Sénat américain, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Douale, a été distingué par ses pairs pour ses contributions exceptionnelles au domaine du finance. M. Ilyas Moussa Douale s'est vu décerner le prestigieux prix des personnalités les plus influentes de la finance en Afrique. Dans son discours de remerciement, le ministre a exprimé sa gratitude envers le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, ainsi que son équipe du ministère de l'économie et des finances, sa famille et l'ensemble des Djiboutiens. Il a souligné que cette reconnaissance internationale témoigne non seulement de ses propres réalisations, mais aussi de l'engagement de Djibouti envers le développement économique et social. Toujours de Washington, la délégation djiboutienne a cette fois-ci rencontré le directeur du département Moyen-Orient, Asie centrale du Fonds monétaire international et son équipe. Cette réunion a été l'occasion de discuter des relations bilatérales entre Djibouti et le Fonds monétaire international ainsi que des défis économiques auxquels le pays est confronté. L'instabilité régionale, la situation macroéconomique et les impacts cumulatifs des crises exogènes telles que la crise logistique, la crise alimentaire, la crise ukrainienne ont été au cœur des discussions. De plus, les crises régionales, notamment en Éthiopie et en Somalie, ont été abordées. Il est paru clairement que ces défis sont contribués à rendre le contexte économique de Djibouti de plus en plus difficile au fil des années, une réalité reconnue par le Fonds monétaire international. Le ministre des Finances, M. Ilyas Moussa Douale, a souligné l'importance de cette rencontre, affirmant que Djibouti est déterminé à mettre en œuvre des réformes économiques nécessaires pour stimuler la croissance et améliorer les conditions de vie de ses citoyens. Il a également exprimé sa gratitude envers le Fonds monétaire international pour son soutien continu. Le ministre de l'Étude supérieure et de Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a lancé un atelier qui vise à sensibiliser les étudiants de l'Institut supérieur et des sciences contre tout risque et aux mécanismes de transmission des zoonoses. Dispensée par des experts biotechnologiques, la formation mettra l'accent sur l'importance de la biotechnologie dans la prévention, les diagnostics et les traitements de ces maladies. Pour plus de détails, je vous propose cet extrait. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a inauguré dimanche dernier un atelier de lancement de formation sur les maladies zoonotiques de la salle de conférence du Centre d'études et de recherche en développement. La zoonose est une maladie infectieuse qui peut être transmise naturellement entre les animaux et les humains. Cela peut se produire par contact direct avec des animaux infectés, par l'ingestion d'aliments contaminés ou par d'autres voies de transmission. Cet atelier vise à sensibiliser les étudiants d'Instituts supérieurs de sciences et de santé aux risques et aux mécanismes de transmission zoonose dispensés par des experts en biotechnologie. La formation mettra l'accent sur l'importance de la biotechnologie dans la prévention, le diagnostic et le traitement de ces maladies, ainsi que sur la transmission des maladies génétiques. Les zoonoses représentent un défi mondial croissant avec des implications majeures pour la santé publique, l'économie, la biodiversité. En sensibilisant les futurs professionnels de santé et de la recherche aux dangers des zoonoses, cette initiative contribue à renforcer les capacités et à prévenir les épidémies potentielles. Agriculture, cette fois-ci, reprise des compétitions, émission Deep Talent. Pour tous les amateurs et amoureux des chansons, l'émission Deep Talent a repris après un mois d'interruption la nuit dernière pour le mois béni du Ramadan.
On a pu donc voir nos jeunes talents disputer leur place. Et comme c'était une première soirée, et non des moindres, la 8e de finale, battle entre les 8 finalistes en lice. Élément de réponse avec Sam Tarsaïd. Après une interruption durant le mois béni du Ramadan, l'émission Jib Talent a redémarré avec une première soirée de 8e de finale, avec comme d'habitude 8 candidats en lice. Lassés des sempiternels débats houleux, les téléspectatrices ont suivi avec passion et en direct les tribulations artistico-médiatiques de la 8e de finale de nos stars issues des deux communautés. L'ambiance était au rendez-vous au studio numérique de la radio-télévision de Djibouti, avec un public effervescent qui manifestait un engouement particulier à cette soirée musicale compétitive. Un casting qui concerne des jeunes artistes chantant avec les 2 langues nationales, Afar, Kisomali, de la capitale de toutes les régions de l'intérieur du pays, suivi d'une animation soutenue avec des artistes de la radio-télévision de Djibouti, qui a déployé ses efforts pour garantir que la télé-réalité Jib Talent de la 8e de finale atteigne un large public à travers les canaux de diffusion des plateformes numériques en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, qui somme toutes jouent un rôle prépondérant dans la sensibilisation, la mobilisation et l'invitation des jeunes à ce programme. En ce sens, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, pierre angulaire pour le succès de cette télé-réalité qui est Jib Talent. Passons à l'actualité hors de nos frontières régionales. D'abord, Recep Tayyip Erdogan à Bagdad. En visite en Irak, le chef d'État turc a exprimé lundi à Bagdad au cours d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani. Erdogan s'est dit donc satisfait de sa visite en Irak, précisant que les accords signés constituent un nouveau tournant donc, dans les relations entre Turquie et Irak. Samatar Saïd. Le chef de l'État turc s'exprimant lundi à Bagdad au cours d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre irakien. Erdogan s'est dit satisfait de sa visite en Irak, précisant que les accords signés constituent un nouveau tournant dans les relations entre la Turquie et l'Irak. Il a indiqué que les 2 pays ont décidé d'établir des comités permanents conjoints qui assureront la poursuite et le suivi des négociations techniques dans de nombreux domaines tels que la sécurité, la lutte contre le terrorisme, l'économie, le commerce, l'énergie et les transports, l'environnement, les eaux transfrontalières, la santé ou encore l'éducation. En outre, Erdogan a indiqué avoir discuté avec la partie irakienne des effets des atrocités commises par Israël en Palestine sur la région. La création d'un État palestinien indépendant, souverain et géographiquement intégré avec Jérusalem-Est pour capitale, sous la base des frontières de 1967, est la clé de la paix dans la région, a réitéré le président turc. La Turquie et l'Égypte appellent à une désescalade au Moyen-Orient. Les ministres des Affaires étrangères turcs et égyptiens ont appelé à une désescalade des tensions au Moyen-Orient lors d'une réunion d'information conjointe à Istanbul. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a appelé l'État israélien et à la résistance palestinienne à faire preuve de retenue et à ne pas glisser vers un cadre de large confrontation militaire. Les ministres des Affaires étrangères de la Turquie et de l'Égypte ont appelé à la désescalade des tensions au Moyen-Orient. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a appelé Israël à la résistance palestinienne à faire preuve de retenue, à ne pas glisser vers un cadre plus large de confrontation militaire. La confrontation militaire, qu'elle soit directe ou indirecte, ne sert ni les intérêts du peuple palestinien, ni la stabilité de la région. L'occupation des terres palestiniennes par Israël et le soutien inconditionnel de l'Occident sont l'une des principes raisons de l'instabilité au Moyen-Orient, a ajouté le ministre turc des Affaires étrangères. Il a également averti que l'instabilité au Moyen-Orient avait le potentiel de désenclaver des divisions mondiales. Les autres pays ne devraient pas penser qu'ils ne seront pas affectés par cette situation, a déclaré aux autres journalistes. Il convient de noter que les forces israéliennes mènent une attaque violente contre la bande de Gaza depuis plusieurs mois, entraînant la mort d'un grand nombre de Palestiniens et la destruction d'infrastructures dans la bande de Gaza en violation flagrante des droits de l'homme. Selon les nouvelles études de l'Observatoire européen sur le climat, l'Europe se réchauffe plus rapidement et connaît des phénomènes contrastés plus violents que les autres continents.
Sur l'ensemble, l'observatoire pointe du doigt les températures supérieures à la moyenne pendant 11 mois sur 12, les océans, les mers et qui se réchauffent, les incendies chez des forêts qui s'intensifient. Et le monde réponse avec Samatar Saïd. Selon la nouvelle étude de l'Observatoire européen sur le climat, Copernicus, l'Europe ne se réchauffe plus rapidement et reconnaît des phénomènes constatés plus violents que sur les autres continents. Dans l'ensemble, l'Observatoire pointe du doigt les températures supérieures à la moyenne pendant 11 mois sur les 12, les océans et les mers qui se réchauffent et les incendies massifs. Selon Carlos, le directeur de Copernicus, nous vivons déjà dans un climat fondamental différent de celui dans lequel notre civilisation a évolué, dans lequel nous avons grandi. Souvent, nous parlons des territoires inexplorés. 3 des années les plus chaudes ayant été enregistrées depuis 2020. En 2023, la température de l'ensemble de l'Europe était supérieure à 1,1% à la moyenne d'environ 2,5% par rapport au niveau pré-industriel. Copernicus indique que les décès liés à la chaleur dans la région ont augmenté d'environ 30%. Voilà, c'est l'essentiel de ce week-end. Merci à vous de nous soutenir et de nous encourager dans nos démarches. Merci encore pour votre fidélité. Vous pouvez également retrouver nos vidéos sur notre site YouTube RTD.